Alors, l'accident du travail ou de trajet. L'accident du travail, donc nous, comme nous le voyons en caisse primaire, est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne, à tout salarié qui travaille, à quel titre ou en quelque lieu que ce soit, pour vous, employeur, ou pour plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Alors, trois éléments vont caractériser l'accident du travail. C'est un événement ou une série d'événements qui seront localisés dans l'espace et le temps de façon très précise. On parle aussi de faits accidentels, faits générateurs ou avec un événement soudain. Le deuxième élément qui caractérise l'AT, une survenance par le fait ou à l'occasion ou sous la subordination de l'employeur. Et le troisième élément, une lésion qui est une conséquence de ce ou ces éléments, y compris donc une lésion psychique. Sachez que vous pouvez tout à fait être sollicité par votre salarié pour une demande d'accident de travail par rapport à une lésion, on va dire, non visible, mais psychologique. Alors, vos démarches en tant qu'employeur. Votre salarié ou le médecin va envoyer à la CPM le certificat médical initial qui sera rempli le jour de l'accident ou le jour d'après ou après l'accident. Vous, dès que vous avez connaissance de l'accident, vous devez procéder à la déclaration d'accident du travail ou de trajet dans les 48 heures suivant sa connaissance, hors dimanche et jours fériés, en ligne, bien sûr sur le site Net Entreprise, site beaucoup plus sécurisé que le format papier, bien entendu. Et vous devez également remettre à votre salarié la feuille d'accident du travail ou maladie professionnelle pour lui permettre de ne pas avancer les frais médicaux liés à cette pathologie ou à cette lésion. D'accord? On parle d'accident de travail, mais il existe aussi, bien sûr, l'accident de trajet. Alors, cet accident de trajet est également considéré comme accident du travail lorsque votre salarié apporte la preuve, ou ses ayants droit, les témoins, apportent la preuve que l'ensemble des conditions que nous allons voir, les trois conditions ci-après, sont remplies, ou lorsque l'enquête permet à la caisse primaire de disposer sur ce point de présomption suffisante. Donc, un accident survenu pendant le trajet d'aller et retour. Alors, un trajet aller et retour entre la résidence principale de votre salarié ou une résidence secondaire qui présente vraiment un caractère de stabilité et son lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier. Alors, cet accident de trajet peut être considéré comme tel lorsqu'il se déroule entre le lieu du travail et le restaurant, le lieu de restauration en général où le travailleur prend habituellement ses repas. Il y a toujours une condition d'habitude de répétition. Et tout accident de trajet peut être considéré comme tel dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et complètement étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi occupé. De la même façon que pour l'accident de travail, dès que vous avez connaissance de cet accident, vous devez absolument transmettre la déclaration dans les 48 heures, hors dimanche et jour férié, via Net Entreprise, évidemment. Et Net Entreprise vous permettra de générer effectivement aussi la feuille de soins d'accident qui permettra à votre salarié la dispense d'avance de frais médicaux. Alors, les délais d'instruction en accident de travail et trajet. Le point de départ, ça va être la réception de votre déclaration d'accident de travail, vous en tant qu'employeur ou tiers déclarant, et le certificat médical initial qui sera envoyé par votre salarié ou via la dématérialisation par le médecin. À partir de ce point de départ, vous disposez de 10 jours pour faire parvenir à la caisse primaire dont dépend votre salarié des réserves motivées. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Ma collègue, de toute façon, se fera un plaisir d'y répondre concernant, par exemple, les réserves, leur caractère, les motivations des réserves, pourquoi, comment. Au bout de ces 10 jours, on a 20 jours supplémentaires
qui concerne un premier délai d'instruction, où là, on va vous envoyer peut-être des questions et également solliciter le salarié pour en savoir un petit peu plus sur le caractère professionnel de l'accident, de façon à ce que nous, mes collègues dans le service de production, puissent prendre une décision sur le dossier. Au bout de ces 30 jours, donc les 10 premiers jours de réserve qui vous sont accordés, plus ces 20 jours de premier délai d'instruction, on a un deuxième délai d'instruction si on ne peut pas prendre une décision sur le dossier de 40 jours supplémentaires. Au bout de ces 70 jours maximum, bien sûr, ça peut arriver bien avant, on va mettre à disposition toutes les pièces du dossier la veille de votre délai de consultation. Vous aurez un premier délai de consultation de 10 jours avec des observations possibles. Alors, des observations possibles par l'employeur, mais des observations possibles aussi que peut faire le salarié pour ajouter des documents supplémentaires, des informations supplémentaires sur cet accident de travail ou de trajet. Et à la suite de ces 10 jours, il y a de nouveau 10 jours de délai de consultation possible. Par contre, là, il n'y a aucune observation possible durant ce délai. Le chapitre sur la déclaration d'accident de travail et trajet est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je renouvelle la proposition. On va voir aussi un petit peu donc, la maladie professionnelle. Maladie professionnelle, c'est la conséquence d'une exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l'exercice habituel de la profession de votre salarié. Alors attention, cette demande de maladie professionnelle, là par contre, ce n'est pas l'employeur qui va la transmettre, mais c'est bien votre salarié qui va en faire la demande. Les maladies professionnelles figurent dans un tableau. Ce tableau regroupe 99 maladies professionnelles bien décrites. Il y a 3 conditions. Alors, il y en a 100. Voilà. Donc, ma collègue me dit qu'il y en a 100, donc ce n'est plus 99. Les maladies professionnelles figurent dans un tableau où résident 3 conditions. Il y a une condition de délai de prise en charge, une condition de durée d'exposition et bien entendu une liste limitative des travaux, les travaux qui correspondent à l'activité professionnelle de votre salarié. Son activité doit correspondre à une liste bien déterminée qui peut correspondre à la présentation d'une pathologie. Alors, si une ou plusieurs de ces conditions n'est pas remplie, alors il existe le C2RMP, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, vers lequel une caisse primaire peut se tourner. Cet avis, ce conseil est donc demandé à ce C2RMP. Alors, le C2RMP, on va juste voir ce que c'est exactement. C'est un comité régional, donc, comme il s'appelle, qui a été créé pour permettre à vos salariés dont la maladie ne fait pas partie de ce tableau des maladies professionnelles, de ces 100 maladies professionnelles, pour une maladie qui ne remplit pas tous les critères d'un tableau de maladies professionnelles. Ce C2RMP va être une voie de recours pour tenter à votre salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie. Il est donc saisi par une caisse primaire, comme je vous le disais, et il doit se prononcer sur le lien qui existe entre la pathologie présentée par la victime et son activité professionnelle au sein de votre entreprise. Donc, le comité régional statue sur un lien de causalité quand il n'existe pas de tableau pour la pathologie en question, mais quand la maladie est directement imputable à l'activité professionnelle habituelle de la victime et qu'elle entraîne un décès. Ça, c'est vraiment, ça peut arriver, mais c'est vraiment donc le cas le plus extrême, ou une incapacité permanente prévisible d'au moins 25%. Ou bien, le comité régional statue effectivement aussi sur le lien de causalité entre la maladie pro et l'expérience professionnelle quand toutes les conditions du tableau ne sont pas remplies, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc, un délai de prise en charge non respecté, une activité professionnelle exercée qui ne figure pas sur la liste limitative des travaux ou lorsqu'il manque une durée d'exposition dans le cas où elle est exigée.
Il faut savoir que l'avis du comité régional s'impose directement aux caisses primaires. Alors, il y a les délais d'instruction qui sont différents en maladie professionnelle que pour l'accident de travail trajet. Il y a les délais d'instruction lorsque la maladie figure bien dans un tableau, donc lorsqu'on ne fait pas appel au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Alors, il y a un point de départ qui, là, ressemble pour l'accident de travail de la même façon. On attend de recevoir la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial qui est établi par le médecin, bien entendu. À partir de là, il y a un délai d'instruction de 100 jours. Pendant ces 100 jours, alors sachez qu'au tout départ, au point de départ du délai, vous recevez bien entendu l'information que votre salarié a bien fait une demande de déclaration maladie professionnelle et avec un questionnaire en ligne qui vous rappelle donc tous les délais d'instruction et qui vous sollicite, vous, en tant qu'employeur, pour répondre à une série de questions par rapport à l'activité professionnelle qu'exerce votre salarié. À ce moment-là, on va vous demander d'être très précis, je pense que ma collègue ne va pas me contredire, pour répondre le plus précisément à toutes les questions que l'on vous pose avec le plus de détails possible pour que mes collègues qui sont en gestion de ces dossiers puissent étudier au mieux les pathologies présentées, demandées par vos salariés. Alors, sachez que vous, comme votre salarié, vous avez 30 jours pour répondre au questionnaire en ligne. Sachez qu'à défaut d'un questionnaire auquel vous ne donneriez pas suite, nous sommes obligés de prendre des décisions pour l'instruction des dossiers sans les retours que vous nous faites. Alors, je suis désolée si vous entendez un petit peu le bruit. On est un petit peu en travaux sur certaines parties de la caisse, mais c'est ponctuel. Au bout de ces 100 jours, maximum, bien entendu, toujours pareil, ce sont des délais maximum. On vous met à disposition, pareil que pour les accidents de travail et de trajet, toutes les pièces du dossier avec des observations possibles de toutes les parties. D'accord ? Au bout de ces 10 jours, vous disposez de 10 jours supplémentaires où là, il y a un délai de consultation avec peut-être toutes les observations qui seront rajoutées lors des 10 premiers jours. Et ces 10 jours-là sont sans observation possible. Ensuite, une notification de la décision est donnée par la caisse primaire. Et puis, il y a les délais d'instruction lorsque nous faisons appel au comité régional. Alors, il y a un point de départ avec la réception d'une déclaration de maladie pro et le certificat médical initial. À partir de là, il y a un délai de 30 jours. Il y a une période de consultation et d'observation avec un enrichissement possible du dossier par toutes les parties, y compris par le service médical et le service administratif. Ce délai dure 30 jours. À la suite de ces 30 jours, il y a 10 jours supplémentaires où il y a des consultations et observations possibles, mais uniquement par vous en tant qu'employeur et par votre salarié. À la suite de ces 40 jours, il y a 70 jours de délai possible pour le comité régional pour prendre une décision sur le dossier. Et ensuite, la notification de décision sera rendue donc par le comité régional. Cette décision, je vous le rappelle, s'impose à toute caisse primaire. On continue, j'espère que vous n'êtes pas trop inquiétés par les travaux. Alors, la déclaration d'accident sur net entreprise. Vous connaissez certainement les modalités de déroulement. Voilà, c'est pour ça que je vais m'attarder sur certaines étapes, mais pas sur toutes. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez tous un compte net entreprise. Cliquez donc sur la déclaration d'accident de travail. Vous allez retrouver votre profil en étape 1. Bien entendu, vous choisissez EFI pour remplir le formulaire en ligne. Sur l'étape 2, je m'arrête juste sur la profession. On vous demande d'être le plus précis possible. Dans le cas où aucune profession ne correspond, on vous demandera de compléter donc non précisé sur le premier menu ici,
là. Et sur le second, vous pouvez aussi mettre non précisé. Par contre, ici, vous pouvez préciser la profession de votre salarié. Cet élément peut aider mes collègues qui sont gestionnaires des accidents de travail et qui peuvent aussi faire le lien entre la profession occupée, le poste occupé et l'accident qui est déclaré. Ensuite, en étape 3, on vous demande bien entendu d'être le plus précis sur la date de l'accident, l'heure de l'accident, les horaires de travail de la journée pour votre salarié. Sachez que lorsque vous arrivez à cette étape 3, on vous demande l'activité de la victime, c'est la nature de l'accident. Et vous aurez la possibilité dans cette étape de noter des réserves motivées, toujours pareil. Alors, comme ce champ est limité à 128 caractères, on verra à la fin de la déclaration. Vous pouvez bien entendu transmettre un document en PDF qui peut faire la description de vos réserves et énoncer les motivations de ces réserves-là. D'accord. Bon, l'étape 4, vous la connaissez tous. Vous mettez si la victime a été transportée ou pas vers un centre hospitalier. Très important, il faut absolument que vous soyez très clair sur la date à laquelle votre salarié ou une personne qui aurait assisté à l'accident vous informe de cet accident de travail et l'heure surtout. Cette information, en fait, permet au gestionnaire du dossier de savoir s'il y a lieu de poursuivre des investigations et d'en savoir un petit peu plus sur les circonstances détaillées de l'accident. Les témoins, bien sûr, donc on vous demande de noter votre témoin, le témoin qui a assisté à l'accident ou pas. Un tiers éventuellement sur l'accident de la même façon que le témoin. Vous notez tout ce que vous savez sur cette personne afin que nous puissions nous l'interroger. Et ensuite, donc, à cette étape 7, vous pouvez parcourir vos documents et ajouter une lettre de réserve plus étoffée ou sinon, ça peut être également un constat à l'amiable lors d'un accident de trajet, pourquoi pas. Vous aurez donc la visualisation de ce que vous avez fait, d'accord? Avant de valider, sachez que vous pouvez revenir sur les étapes précédentes pour faire des modifications si nécessaire. L'accusé de dépôt vous permet d'enregistrer ou d'imprimer votre déclaration et lorsque vous validez, vous pouvez avoir accès à la génération de la feuille de soins qui permet donc la dispense d'avance de frais médicaux de votre salarié. Je reviens sur un petit détail. Donc, l'accusé de dépôt, on vient de le décrire. Donc, vous trouverez toutes les catégories possibles et imprimables voilà, sur la feuille de soins, l'enregistrement de votre déclaration. Sachez que si vous devez, et si c'est un frein à l'utilisation de Net Entreprise, si vous devez faire contrôler toute déclaration d'accident par votre supérieur hiérarchique, à ce moment-là, vous avez la possibilité de commencer votre saisie. Et en étape 6, vous pouvez suspendre votre déclaration, la faire, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez l'enregistrer sur votre poste, vous la faites contrôler par votre supérieur et vous pouvez le lendemain, 2 jours après ou quelques temps après, revenir dessus et reprendre une déclaration en cours de saisie en étape 1 à votre profit. Et le fait de la retrouver dans vos documents, vous allez directement à l'étape 7 de validation. Voilà, c'est une possibilité si vous êtes frileux à l'utilisation de Net Entreprise par rapport à votre hiérarchie. Alors, j'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas surtout à nous arrêter si besoin. On va voir maintenant l'attestation de salaire, accident de travail, maladie professionnelle. Alors, tout d'abord, bien entendu, on le sait, la transmission d'une déclaration sociale nominative, un signalement d'événement, est privilégiée, bien entendu. Mais lorsque vous utilisez Net Entreprise pour transmettre une attestation de salaire, je fais juste 3-4 rappels qui sont importants. Concernant la date du dernier jour de travail, sachez que cette date
est essentiel pour commencer l'indemnisation d'un arrêt de travail. Lorsqu'un accident de travail est immédiatement suivi d'un arrêt de travail, le dernier jour de travail correspond au jour de l'accident. Le jour de l'accident est dû par l'employeur. L'indemnisation commencera donc le lendemain. Lorsque vous avez un accident de travail avec un arrêt qui intervient une semaine après, 3 jours après, quelques jours après, dans ce cas-là, la règle générale s'applique, c'est-à-dire que le dernier jour du travail correspondra à la veille de l'arrêt en accident de travail, maladie professionnelle. D'accord ? Alors là, on a pris l'exemple d'un accident de travail qui a eu lieu en mai 2021, le 25 mai 2021, donc un salaire de référence qui sera le mois d'avril 2021. Alors, on vous demande d'indiquer le salaire brut soumis à cotisation du mois qui précède l'arrêt, l'accident de travail. Vous indiquez donc le salaire brut et vous indiquez le montant des cotisations qui correspond à 21% du salaire brut. Il n'y a plus besoin de prendre votre bulletin de salaire. C'est un taux forfaitaire qui est adapté et qui correspond au montant des cotisations et qui doit être absolument renseigné. On continue sur l'attestation de salaire et comment la compléter sur le cadre B. Alors, pour le dernier jour de travail, lorsque vous êtes en DSN, je reviens un petit peu, voilà, le dernier jour de travail en DSN, ça c'est un élément que vous rajoutez. Par contre, le salaire, la DSN est censée avoir des paramétrages conformes à ce que nous attendons. Donc, normalement, vous ne l'abondez pas, vous ne le notez pas. C'est lorsque seulement, là, je donne les détails, lorsque vous êtes en échange de formulaires informatisés, en EFI, que vous passez par l'attestation de salaire nette entreprise. D'accord ? Pareil pour les primes et pour la perte de salaire, lorsque vous êtes en DSN, les paramétrages de votre logiciel de paie doivent répondre aux caractéristiques que nous attendons. Donc, vous n'avez pas à y répondre, vous n'avez pas à y toucher. Par contre, lorsque vous êtes en charge de la complétude de ce document, pour les primes, dans le cadre B, on vous demande de les rajouter. Donc, les primes mensuelles que l'on considère comme recevables sont soumises à cotisation. Ce sont celles qui sont soumises à cotisation. Elles sont intégralement prises dans le salaire de référence. Elles correspondent à la prime d'assiduité, par exemple, la prime de productivité ou une prime de vacances. Les primes autres que mensuelles qui sont soumises à cotisation sont également prises en compte. Elles se reportent sur une période égale à leur périodicité. Dans ce cas-là, par exemple, on est toujours sur un mois d'avril 2021 comme salaire de référence, puisque notre arrêt est de mai 2021. Vous allez rajouter une prime qui a été versée le 31 décembre 2020 et qui se rapporte à une périodicité du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, c'est-à-dire à 6 mois. Elle est semestrielle. Cette prime semestrielle se rapportera donc à 1/6 sur tous les salaires de référence du 1er janvier au 30 juin 2021. Donc là, puisque nous avons un salaire de référence du mois d'avril 2021, nous prendrons 1/6 de cette prime. De la même façon, vous devez donc noter le salaire brut de cette prime et 21% de ce salaire correspondront au montant des cotisations. D'accord ? Pour la perte de salaire, vous devez l'indiquer également lorsque c'est une absence autorisée ou qu'elle correspond peut-être à une période de maladie dans le salaire de référence. Si, mettons, le mois d'avril n'a pas été complet, puisque votre salarié a eu une grippe, une gastroentérite et qu'il a été absent 5 jours, vous devez noter la perte de salaire qu'il a subie avec le montant des cotisations qui correspond à 21% de cette perte de salaire. Deux rappels importants. La subrogation, que ce soit en DSN ou lorsque vous êtes en saisissement nette entreprise, nous vous demandons de ne pas limiter la subrogation aux seules dates de l'arrêt de travail. Il faut que vous pensiez à mettre une date de fin qui correspond à votre convention collective ou votre accord de branche. Ceci permettra beaucoup de limitations, de régularisation
puisque nous, enfin mes collègues qui sont gestionnaires des accidents du travail et qui vont donc indemniser les arrêts de travail, vont noter les dates de subrogation que vous leur indiquez ou que la DSN indique, mais ne vont pas forcément prendre le temps, et puis n'auront peut-être pas le signalement, de voir qu'une subrogation se termine et qu'un arrêt se prolonge. Donc, c'est à vous d'être vraiment réactif. Dans ce cas-là, si vous voyez que vous avez limité à tort la subrogation, n'hésitez pas à envoyer une attestation rectificative, surtout, avec une date de subrogation qui sera plus lointaine, qui correspond vraiment à votre convention collective. Si vous êtes dans le dispositif DSN uniquement, sachez que depuis le mois de janvier 2022, la saisie du signalement par vous-même ou par le tiers déclarant qui s'occupe de saisir les absences de vos salariés génère 2 attestations que nous allons recevoir. Donc, une, un accident de travail, et une également maladie qui va permettre au service de production ici, à mes collègues, de pouvoir commencer une indemnisation en maladie et verser des indemnités journalières provisionnelles le temps de l'instruction du dossier. Alors, le calcul de l'indemnité journalière. On vous a mis en gros un petit peu ce à quoi il correspond. Sachez que pour le versement des indemnités journalières, ce n'est pas comme pour la maladie. Il n'y a pas de condition d'ouverture de droit. Il n'y a pas un nombre d'heures qui est requis pour prétendre à un versement en indemnité journalière, un versement en accident de travail ou maladie professionnelle. La seule condition, bien entendu, et qui reste logique, c'est bien sûr que le dossier accident de travail, trajet ou maladie professionnelle soit bien reconnu en tant que tel. Le mode de calcul, donc le salaire de référence dont on a parlé tout à l'heure, qui sert de base de calcul, c'est donc le mois qui précède l'arrêt. On va calculer en fait un gain journalier de base, le GJP, qui correspond à 1 sur 30,42 du salaire de référence à la date de l'arrêt de travail. Ensuite, on calcule aussi le gain journalier net, le GJN, qui est égal, donc, comme on l'a vu, au salaire brut de référence moins 21%. D'accord ? Ce GJN, ce sera 1 sur 30,42 du montant du salaire net. L'indemnité journalière normale, donc la non majorée, celle qui est versée les 28 premiers jours de l'arrêt de travail en accident de travail maladie pro, est égale à 60% de ce gain journalier de base. Et à compter du 29e jour du travail, d'arrêt de travail, pardon, vous savez qu'il y a une indemnité journalière qui est majorée à hauteur donc de 80% de ce gain journalier de base, mais limité au montant du gain journalier net. C'est la raison pour laquelle il est calculé. Alors, on peut faire juste une petite parenthèse et voir un petit peu les questions qui ont été posées. Si Sylvie, tu veux commenter une question ou quoi que ce soit, n'hésite pas, tu peux me dire. Peut-être fait par un collègue, faut-il impérativement… Alors, est-ce que le transport de la victime peut être fait par un collègue ou faut-il impérativement une ambulance ? Donc, l'assurance maladie ne se positionne pas sur le transport de la victime vers un médecin ou un établissement de santé. Il s'agit de la couverture de votre employé qui transporte un autre employé blessé. Lors du transport, les 2 employés sont encore sous le couvert de l'employeur qui a autorisé le transport. Je vais juste commenter un petit peu ma réponse. En fait, la personne qui pose cette question, c'est, j'imagine, par rapport à la gravité. Parfois, quelque chose n'est pas grave et on peut se faire transporter par un collègue. Dès lors que l'employeur l'autorise, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il n'y a pas de problème pour nous et il n'y a pas de problème pour les employés. Par contre, sachez que si jamais sur la route, vos employés ont un pépin, un accident ou n'importe quoi, là, vous avez 2 employés dehors. Vous avez 2 employés à qui vous avez autorisé de partir pour aller se faire soigner. Ils restent sous votre subordination. Ça passera en accident de travail aussi. Si jamais ils sont blessés, l'un
l'un l'est déjà et l'autre peut potentiellement l'être. Donc, il faut juste, pour nous, ça posera pas de problème. Il y aura pas de, enfin, ça sera pas un point négatif. Maintenant, c'est pour vous, il faut évaluer, évaluer la situation. C'est-à-dire que si vous l'autorisez, vous êtes responsable de leur couverture. Voilà. Euh, voilà. Après, évidemment, si c'est grave, il vaut mieux, à mon sens, appeler les pompiers. Et là, il y aura pas de souci. Voilà. Merci Sylvie, parfait. Je vais devoir vous quitter avant de recevoir le support. Oui, bien sûr, vous recevrez le support, il n'y a pas de souci. Je vous invite, si vous n'étiez pas au préalable inscrit, à m'envoyer donc en personnel, si vous voulez, votre adresse mail et je ne manquerai pas de vous envoyer bien sûr le support dans son intégralité. Si une reprise anticipée parvient à la caisse, comment faire pour valider celle-ci et éviter le règlement des J après la reprise? Tout à fait. Si reprise anticipée, il faut le signifier à la caisse primaire dont dépend votre salarié par une attestation de salaire que vous trouverez sur notre entreprise en mettant donc reprise anticipée. Donc, parfait pour les questions. N'hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées, surtout si vous n'êtes pas inscrit, pour que je ne vous oublie pas dans l'envoi du support. On continue sur le questionnaire risque professionnel. Alors, la première chose, c'est se connecter sur le site. Je vous ai mis le lien si vous ne connaissez pas encore et si vous ne l'utilisez pas. Alors, ce service en ligne répond au questionnaire. Ce service vous permet de répondre au questionnaire qui est envoyé par les caisses primaires lors d'investigations qui sont faites par le gestionnaire du dossier accident de travail ou maladie professionnelle. Vous pouvez, via ce service en ligne également, consulter et télécharger, si besoin, tout le dossier. Et c'est par ce biais-là également que vous faites vos observations dont on a parlé tout au début sur les délais de consultation. D'accord? Vous bénéficiez également de rappels sur les échéances et vous êtes informé de toute nouvelle observation faite par d'autres parties sur le dossier en question. Votre première connexion, alors on va le passer plus ou moins vite, mais c'est important quand même. Si aucun compte n'a été créé, vous devez passer par la case « S'inscrire ». Acceptez bien entendu les conditions générales d'utilisation du téléservice. Vous indiquez le numéro SIRET qui est rattaché au dossier du risque professionnel et ainsi que le code de déblocage que vous aurez reçu par courrier. Alors, ce code, il faut vite le changer et s'en servir parce qu'il est obsolète. D'accord? Vous allez noter une adresse mail générique dans la mesure du possible que plusieurs d'entre vous ou au moins 2 personnes puissent accéder au questionnaire et puissent se connecter pour que pour toute absence, il n'y ait pas de manquement de réponse ou d'oubli ou d'impossibilité de se connecter. Donc, on vous demande quand même de noter une adresse qui puisse concerner au moins 2 personnes. Vous pouvez bien entendu après valider lors de votre inscription le lien que vous recevez via votre mail et vous pouvez donc bien sûr modifier le mot de passe et vous le personnaliser. Le tableau de bord, donc vous allez sur amélie.fr, je suis employeur. Alors, qu'est-ce qui vous permet? Il vous permet notamment de regarder l'état global des dossiers en cours. Donc, vous pourrez voir si vous avez des questionnaires en attente ou vous pouvez regarder aussi et accéder aux dossiers que vous avez en consultation. Vous verrez également tous les établissements que vous avez sur votre compte QRP. Vous pouvez donc, vous avez la possibilité de supprimer ou de rajouter des établissements. Et vous accédez au dossier pour les établissements concernés par le biais de l'icône ici, accéder. Vous permet de regarder votre profil. C'est important car cette icône ici, là, mon profil, vous permet de modifier votre adresse mail ou votre mot de passe. Pourquoi? Lorsque vous avez prévu d'être absent pendant un laps de temps un peu long ou lorsque vous quittez l'entreprise, tout simplement. Vous changez donc les données et surtout l'adresse mail et le mot de passe. Et vous pouvez ajouter des utilisateurs sur ce compte
et définir leurs habilitations. C'est un peu comme sur notre entreprise, lorsque vous êtes administrateur et que vous déclarez, que vous rajoutez des déclarants. C'est-à-dire que vous donnez la possibilité à certaines personnes d'accéder à quelques déclarations, mais pas toutes, et vous leur donnez la main dessus. Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire que vous donnez des habilitations à d'autres utilisateurs, mais en limitant les numéros SIRET et le nombre de numéros SIRET sur lesquels ils peuvent consulter et alimenter les dossiers en cours. Vous pouvez donc, on l'a vu, ajouter ou céder des SIRET, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter des SIRET à votre compte, mais vous pouvez également, si vous en avez trop, ou si vous avez un collaborateur qui arrive pour vous prêter main forte, lui céder des numéros SIRET. C'est-à-dire que lui pourra donc, du coup, alimenter des dossiers, les consulter, et pourra donc en avoir la gestion. Vous avez donc la possibilité de consulter les dossiers. Alors, vous avez des dossiers en cours de consultation. Ça veut dire que là, vous êtes dans la période de 10 jours où vous pouvez ajouter des commentaires ou des documents. Et vous aviez donc des dossiers en lecture seule qui sont consultables également. Mais là, seule la consultation est autorisée. Il n'y a pas d'observation possible. Le délai est dépassé. Et vous avez aussi ce petit icône qui est important, où là, vous pourrez avoir un message qui vous dira si votre employeur a rajouté un commentaire ou si votre salarié a rajouté un commentaire. Tout dépend dans quelle position vous vous trouvez. La consultation en ligne est toujours possible. Hein. Vous pouvez donc télécharger le dossier de consultation, ici, le voir ou le télécharger. Et vous pouvez également avoir le récapitulatif des commentaires qui peut être effectivement aussi téléchargé à tout moment. C'est ici que vous pouvez poster un commentaire quand vous êtes en consultation en ligne. Et lorsque votre salarié transmet une observation, un mail vous est transmis pour vous informer qu'une observation a été rajoutée dans le dossier. Donc, j'espère que le questionnaire en ligne aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous est familier, que vous utilisez facilement. S'il y a le moindre souci, de toute façon, vous aurez nos coordonnées en fin de diaporama et vous n'hésitez pas, vous nous contactez. Nous vous aiderons dans les démarches, bien entendu. Une question oui, alors, Sylvie me dit... Hop, tu veux y répondre, Sylvie alors, je ne sais pas. Ok, alors c'est bonjour, un message direct. Peut-on ouvrir un portefeuille sur amélie.fr pour l'ensemble des dossiers? Alors, je comprends. Peut-on ouvrir un portefeuille? C'est-à-dire un compte, peut-être, un compte QRP sur amélie.fr? Alors, oui, un compte QRP. Mais vous pouvez, oui, pour l'ensemble des dossiers, mais c'est ce qu'on disait, il me semble, ici. Là, sur votre compte QRP, vous passez donc, on va revenir, hop, ici. Vous créez un compte par ici, d'accord? C'est sur amélie.fr, d'accord? Et vous allez sur le questionnaire risque professionnel pour un cabinet. Vous pouvez donc créer un compte et ici, vous ajoutez les sirettes de vos clients. Je pense que ça répond, voilà, vous avez ici, mettons, là, on s'est connecté, d'accord? Voilà, parce que j'espère être suffisamment claire. Vous avez un compte, en fait, et c'est comme sur notre entreprise, vous êtes administrateur, et puis vous avez plusieurs entreprises en gestion. C'est-à-dire que vous avez plusieurs numéros SIRET rattachés à ce compte. Et là, c'est pareil, en fait. Alors, la durée de stockage des dossiers, bonne question. Je dirais que ça reste... alors, on va rechercher, je pense que... Je crois que c'est 3 mois. C'est possible, oui. Il me semble que c'est 3 mois. Je crois que c'est 3 mois, je cherche. Il semble que c'est 3 mois. Alors, on va vous confirmer ça. Il n'y a pas de souci, on va répondre à vos questions. Mais il semblerait que ce soit 3 mois, effectivement. Après la fin du dossier. Alors, 3 mois, oui, après la fin du dossier, tout à fait, après la clôture du dossier. Alors, on continue.
avec mes collègues de Pau, donc mesdames Poutz et Etchessar, nous avons pris la décision de vous présenter très rapidement le nouvel arrêt de travail qui est en ligne depuis, pour les médecins depuis lundi, pour être précis depuis dimanche, mais voilà, depuis lundi. Alors, c'est nouveau, oui. Alors, c'est un décret qui est paru en 2019 qui vise à simplifier, à fusionner les avis d'arrêt de travail. Je m'explique. En cas d'arrêt de travail initial ou une prolongation, lorsqu'on est toujours dans le cadre, on ne sort pas des risques professionnels, on reste, voilà, on n'est pas hors sujet. Lorsque vous aurez un salarié qui vous présentera une demande d'accident de travail ou de maladie professionnelle, il va aller chez son médecin et habituellement, vous recevez un certificat médical d'accident de travail et de maladie professionnelle, avec une durée de soins, une durée d'arrêt. C'était un CERFA de couleur mauve, comme vous l'avez toujours connu depuis quelques années. Aujourd'hui, et par ce décret, il est prévu une mesure de simplification. Donc, le formulaire avis arrêt de travail qui ressort aujourd'hui va intégrer les modifications suivantes. La prescription donc, des arrêts de travail en accident de travail et maladie professionnelle. Et puis, je vous ai mis aussi les 4 autres items, le temps partiel thérapeutique que vous connaissez, les situations de pluriactivité, la notion d'activité autorisée et le congé de deuil. Alors, je vous ai mis un lien sur amélie.fr, toujours pareil, pour avoir plus d'informations, plus étoffées peut-être, si vous avez besoin d'en savoir un peu plus et de comprendre un peu mieux la démarche et la procédure. Pour vous, employeurs et tiers déclarants, quels sont les changements? Alors, je vous ai mis le volet 3 que vous recevrez dorénavant en cas d'accident de travail, de maladie professionnelle. Le gros changement, c'est que ce volet 3, vous le recevrez lorsque votre salarié sera en maladie, il sera en maternité, en accident de travail ou en maladie professionnelle. Ce sera le même. Donc ici, pas de changement, le numéro d'immatriculation avec des renseignements sur la victime, vous en tant qu'employeur. Et ici, vous aurez le changement. Soyez très vigilants parce qu'il peut s'agir donc du coup d'une conséquence d'un accident de travail. Donc là, vous êtes quand même un petit peu plus au fait puisque vous êtes au départ, vous êtes à l'instar, on va dire, de la déclaration d'accident de travail. Par contre, il peut s'agir d'une maladie professionnelle. Certaines fois, votre salarié ne va peut-être pas vous en parler de suite, mais il peut s'agir ici d'un arrêt de travail qui sera en rapport avec une demande de maladie professionnelle faite par votre salarié. Soyez bien vigilants. Donc, aujourd'hui, sachez tout de même que le certificat médical initial que vous connaissiez au départ, jusqu'alors, sera de toute façon toujours utilisé et vous pourrez peut-être le rencontrer lorsque vous ferez la consultation des dossiers accident de travail et maladie professionnelle, puisque ce certificat médical est nécessaire, est obligatoire pour l'instruction du dossier. Donc, pour être très clair, aujourd'hui, un médecin qui va ouvrir et qui va recevoir un salarié en accident de travail, par exemple, va devoir faire un certificat initial sur l'ancien CERFA, mais ça, c'est pour nous. Donc, ne soyez pas étonnés de le voir dans les pièces de consultation. Donc, ce sera une pièce qui va servir pour la consultation et pour l'instruction du dossier. Et il fera également un arrêt de travail, un avis d'arrêt de travail que vous aurez, vous, en volet 3, avec la durée de l'arrêt dessus. D'accord? Voilà les gros changements auxquels il faut s'attendre. Soyez vigilants, surtout donc sur cette partie-là, ici, que je vous ai mis en rouge. Alors, la plateforme Lucie, comme je vous l'ai expliqué, concerne toutes les entreprises et associations qui se trouvent sur et qui sont gérées par la CPM de Pau. Ici à Bayonne, nous ne nous en servons pas encore, mais voilà, c'est en phase. Alors, c'est un dispositif qui a été mis en place et qui, tout au long de l'instruction des dossiers accident du travail, maladie professionnelle, vous permet de recevoir des courriers de façon dématérialisée sur cette plateforme Lucie.
Alors, sachez que pour votre inscription ou pour savoir comment y accéder, vous aurez tout loisir de pouvoir communiquer avec mes collègues de Pau qui sont formés sur le sujet. Je ne voulais pas passer à côté du sujet parce que pour vous qui dépendez de la CPM de Pau notamment, c'est important de savoir que vous avez cet outil en plus et qui sera bientôt de toute façon visible sur la CPM de Bayonne également, puisque c'est un outil qui s'étend sur beaucoup de caisses primaires. La présentation du dispositif. Mais pourquoi? Alors, il est sécurisé et pratique, bien sûr. On n'est plus sur le courrier postal. Du coup, vous avez un espace personnel. Bien sûr, ces courriers ont la même valeur légale que les courriers papier et ils sont à disposition dans votre espace. Ben, c'est rapide et bien sûr, c'est disponible 24 heures sur 24. Vous ne le perdez pas. Un email vous est envoyé dès que vous avez à disposition ce courrier. Et bien sûr, éco-responsable puisqu'il y a une consommation de papier qui est fortement constatée, fortement réduite. Alors, toujours sur la présentation du dispositif, sachez que vous pouvez inscrire 4 personnes qui sont autorisées à télécharger tous ces courriers dématérialisés. Ces 4 personnes donc, reçoivent un mail, comme on l'a dit tout à l'heure, qui indique qu'un courrier est disponible sur l'espace Lucie, sur votre dispositif Lucie. Vous avez un mois pour le télécharger et l'archiver sur votre ordinateur. Et sachez que lorsqu'une personne l'a téléchargé, vous avez la possibilité, si vous êtes un autre collaborateur qui devait intervenir sur le dossier, vous avez 24 heures pour le télécharger également. Ensuite, bien entendu, il reste sur la plateforme Lucie, il reste sur l'espace Lucie, mais ce n'est plus un courrier qui sera téléchargeable. Alors, si vous voulez recevoir vos courriers sur Lucie, vos courriers accident de travail, maladie professionnelle, vous pouvez contacter mes 2 collègues, bien entendu. Vous retrouvez ces coordonnées sur amélie.fr, bien sûr, et sur la plateforme employeur qui peut vous donner aussi nos coordonnées très facilement. Donc, vous pouvez les appeler si besoin sur des demandes de dossiers en difficulté ou en retard ou quoi que ce soit. Cette plateforme employeur au 3679 regroupe des collègues qui essayent de répondre au maximum à vos questions. Si vos questions sont un peu plus poussées ou si elles n'ont pas le temps ou les informations nécessaires à disposition, elles nous envoient de toute façon une demande et nous prenons ensuite le relais sur vos questions. Alors, on va regarder s'il y a des questions. Alors, quand ça va reprendre, nous demandons la DAE de reprise. Nous, certains, je ne vois pas la date de reprise. Alors, je répondrai à vos messages directement parce que vous m'avez envoyé un message direct. Existe-t-il un autre moyen plus simple d'envoyer les pièces jointes liées à une attestation de salaire que par mail avec mot de passe associé? Oui. Alors, effectivement, il y a eu une demande par rapport aux pièces jointes, notamment pour la paternité, je pense que c'est peut-être de ça dont vous parlez, avec un envoi d'un premier mail et un envoi de second mail par vous en tant qu'employeur avec un mot de passe à créer. Je sais que c'est très contraignant et la démarche est peut-être un peu plus lourde. Alors, ça a été mis en place pour sécuriser les envois. Sauf qu'aujourd'hui, moi, c'est vrai qu'à Bayonne, je ne sais pas comment procèdent mes collègues, mais je donne de toute façon l'adresse que vous voyez ici, employeur.cpm- de la ville Bayonne ou Pau, @assurance-maladie.fr pour nous envoyer ces pièces jointes. Je trouve que c'est autant sécurisé. Nous sommes réceptionnaires de ces documents et nous pouvons les transmettre si nous ne nous occupons pas du dossier en question. Donc, oui, il y a ce moyen-là qui est plus simple. Existe-t-il un certificat final pour les AT ou MP? Oui, bien sûr. Ce certificat final existe toujours. C'est le CERFA que vous avez connu jusqu'alors. Mais
je vais être très claire, ce certificat médical final, votre salarié n'est pas tenu de vous le transmettre. Aujourd'hui, le seul certificat qu'il est tenu de vous adresser pour l'accident de travail et maladie professionnelle, c'est le nouveau CERFA que je vous ai montré. Mais bien sûr, il y a un certificat final à établir par le médecin pour clôturer l'accident de travail ou la maladie professionnelle qui est en cours, avec une clôture des soins, bien sûr, et une clôture de l'arrêt s'il y a un arrêt en cours. Donc oui, le certificat final existe toujours. La plateforme Lucie uniquement pour AT et maladie pro ou maladie aussi. Je pense sincèrement que c'est une plateforme qui existe pour l'accident de travail et maladie professionnelle. Je n'ai pas eu l'information comme quoi elle serait active pour les documents en maladie. Pour les documents en maladie, je crois que vous avez donc nos adresses employeurs et le dépôt, l'adresse dépôt qui vous a été communiquée, je crois, que vous retrouvez sur la plateforme Amélie. Mais pour Lucie, je crois que ça ne concerne que les accidents de travail, maladies professionnelles. Je peux me tromper, mais je vérifierai et je vous enverrai, bien entendu, une réponse plus précise. Est-ce que le nouveau CERFA sera utilisé pour les maladies professionnelles reconnues, mais dont l'arrêt continue? Oui, tout à fait. Pour les prolongations d'arrêt, ce nouveau CERFA, ce sera le document à utiliser. Le médecin aura de toute façon à noter la date de maladie professionnelle, accident du travail, comme nous l'avons vu ici sur le CERFA. Je me permets de revenir un peu en arrière. Ici, voilà. Il est obligé de mettre, si c'est un rapport avec un accident de travail ou maladie professionnelle. Et bien sûr, ici, vous voyez, vous avez l'initiale et vous avez donc le CERFA de prolongation. D'accord? Donc oui, il est obligé. Alors, je vous invite à me transmettre par message direct juste avant de quitter la réunion. Alors, quand entre en action ces nouveaux CERFA, c'est déjà fait depuis lundi. On est jeudi. Depuis lundi 9 mai, voilà, 9 mai. Depuis le lundi 9 mai, tous les médecins disposent sur leur site de dématérialisation de ce nouveau CERFA. Tous les médecins sont censés connaître la législation et leur obligation d'utiliser ces nouveaux CERFA dorénavant. Alors, bien sûr, il y a un laps de temps. Oui, cela signifie que les anciens ne sont plus en circulation. Oui, ils sont encore en circulation et tolérés, mais jusqu'au 30 juin, il me semble. Si mon discours est bon, et ça c'est, voilà, Sylvie me dit oui, donc oui, jusqu'au 30 juin, vous pourrez les utiliser, on les accepte en caisse primaire. À partir de cette date, à partir du 1er juillet, ce ne sera plus en circulation et ce ne sera plus autorisé, on prendra vraiment les deux CERFA bien distincts. Si vous avez quelques questions que ce soit, un replay sera-t-il proposé? Alors, non, je ne veux pas un replay forcément. Peut-être qu'une autre session sera organisée. Je vous envoie de toute façon le support, donc pas de souci. Je vous invite à m'envoyer des questions si vous avez besoin ou me contacter si vous voulez qu'on parle d'un sujet quel qu'il soit. Il n'y a pas de souci. Je vais remercier Sylvie de m'avoir accompagnée et d'avoir répondu très justement aux questions que vous avez posées. Nous restons bien entendu disponibles et vous avez nos contacts ici pour Pau ou pour Bayonne. N'hésitez pas. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à m'envoyer votre adresse mail. Je vous enverrai également un tout petit questionnaire très rapide par le biais d'un mail où vous pouvez cliquer dessus très rapidement et en 2 minutes répondre à 2-3 questions pour nous permettre de nous améliorer, c'est toujours bien, et pour vous permettre à vous de nous adresser des sujets qui pourraient vous intéresser pour les prochains webinaires. Sachez qu'en juin, avant la période estivale, nous vous proposerons un webinaire certainement sur le temps partiel thérapeutique et ses applications, modalités d'application et paiement. Et nous reviendrons bien entendu sur ce nouveau CERFA en circulation, car avec un peu plus de recul, nous pourrons vous en parler de façon plus juste.
Je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt, au revoir.